Bonjour à tous, je suis Swan Duquesne, rédacteur en chef de La Réclame. Bienvenue pour cette nouvelle masterclass La Réclame en partenariat avec la Compagnie du Changement. Le thème d'aujourd'hui, comme tous les thèmes de nos webinars, a une incroyable valeur. Il y a de quoi changer d'avis ainsi que des entreprises. Je l'énonce, le thème, c'est comment bien préparer la vente de son agence, ou de votre agence, devrais-je dire. Pour y répondre, La Réclame a invité deux experts et conseils des agences. Tout d'abord, Pascal Guibert, business coach, fondateur de la Compagnie du Changement et co-dirigeant de VTScan. Bonjour à tous. Ainsi que Olivier Tircaz, associé en charge des activités M&A de BDO France. Bonjour également. Alors, la question que vous vous posez peut-être, c'est pourquoi est-ce que La Réclame organise avec la Compagnie du Changement cette masterclass? Tout d'abord, parce qu'on a observé que dans la vie d'un entrepreneur, la question de la cession de l'entreprise qu'il a fondée ou qu'il a certainement cofondée, parce qu'en général, les agences sont des activités, sont des entreprises et sont des aventures collectives. Et bien, la question de la cession va pouvoir se poser à un moment, que ce soit pour passer un cap en rejoignant un groupe, pour refermer un chapitre d'un parcours entrepreneurial, pour transmettre l'agence à son équipe. L'opération elle sera à la fois aussi importante que positive pour l'entreprise et pour l'entrepreneur si elle est bien menée. Et pour qu'elle soit bien menée, il faut l'anticiper. Quel est le bon moment pour vendre? Comment optimiser la valeur de son agence? Nous allons tenter d'y répondre, alors que le contexte de marché opère actuellement une bascule. Olivier nous le confirmera, mais les grands groupes aujourd'hui ont tendance à moins acheter, voire plus du tout acheter, de structures indépendantes, c'est-à-dire des agences. Or, en 7 ans, le nombre d'agences réalisant plus de 3 millions de marge brute, qui est un cap, on va dire, assez important et assez intéressant, ça Olivier pourra nous le détailler, et bien ce nombre d'agences, ce qui est assez étonnant, vu les périodes qu'on a connues, il a augmenté de 47% en France, selon les données BDO Corporate Finance. Avec des structures dont les dirigeants ont à plus de 80%, plus de 50 ans, ce qui correspond à un âge où la question de la transmission de son agence peut se poser. Voilà. Donc le marché en fait devient un marché d'offres, c'est-à-dire qu'un marché d'acheteurs qui peuvent être en position de force, ce qui veut dire pour les agences indépendantes qui souhaitent à un moment, pourquoi pas, vendre, ben, la concurrence va s'intensifier. De l'intérêt de bien se préparer et d'éviter certains pièges. C'est ce que nous allons voir dans cette masterclass qui va être divisée en 3 temps. L'avant avec la préparation de la vente, le pendant avec la transaction et l'après avec l'intégration et la transmission. Ensuite, après ces 3 parties, on aura une session de questions-réponses qui sont dans un format qui sont un peu inhabituel cette fois-ci. C'est que ça viendra tout d'abord à la fin et puis vous pouvez poser vos questions de façon confidentielle dans le chat. Compte tenu de ce sujet, on a mis un peu de privacy, on va dire, c'est-à-dire que vos noms n'apparaîtront pas. Donc voilà, vous pouvez poser vraiment les questions que vous posez concernant la session d'une agence dans le chat et on relaiera à nos 2 invités. Je passe désormais la parole à Pascal Guibert qui va vous présenter la première phase qui est liée à la préparation. Bonjour à tous. Donc, Pascal Guibert, ça fait quelques années que je suis dans cette industrie où j'ai tout d'abord une expérience de patron d'agence. J'ai construit une agence puis un groupe de communication dans les années 90-2000 que j'ai revendu avec des associés quand on était 150 à l'intérieur. J'ai aussi occupé une autre position depuis une douzaine d'années puisque avec mes complices François et Fabrice, on a construit le groupe VTScan qui est un groupe conseil et médias à l'intérieur de cet univers. C'est dire si j'ai eu des occasions d'observer un petit peu de points de vue différents durant toutes ces années, l'évolution de cette industrie, j'allais dire de notre industrie. Ça m'a aussi donné l'occasion en tant qu'entrepreneur, toujours, de réaliser une douzaine d'opérations, aussi bien de cession que d'acquisition ou de fusion, et donc un certain vécu sur ce type de choses, et Dieu sait que c'est important comme geste, Swan le rappelait, dans la carrière d'un entrepreneur. Mon métier à moi, depuis une douzaine d'années, en dépit de, enfin pas en dépit, à part m'occuper de la gestion de groupe VTScan, c'est aussi d'être sur le terrain de l'accompagnement des patrons d'agences dans leur transformation, dans le développement de leurs agences, dans leur structuration,
j'ai la chance d'accompagner pas mal des plus belles marques indépendantes des métiers, aussi bien RP, com, pub que digital. Et petit à petit, ce sujet de la vente, de la cession, alors c'est pas que à cause de mes cheveux gris, mais il est apparu comme étant un sujet de plus en plus prégnant, avec une ou deux missions. Et puis en ce moment, par exemple, j'ai 3 missions sur ce terrain-là, ce qui montre bien à la fois une préoccupation des patrons d'agence, et aussi, Xuan le rappelait, et Olivier nous le détaillera tout à l'heure, quelque chose qui indique également que le marché est plutôt soutenu et qu'il a quelques caractéristiques. Alors, si vous êtes là ce matin, c'est vraisemblablement que vous vous posez des questions sur ce terrain-là, que vous êtes peut-être même déjà engagé dans un process de réflexion, ou peut-être vous vous y préparez. Notre prétention, quand on a eu cette idée de lancer cette masterclass, c'est pas de répondre à toutes vos questions, parce qu'elles sont évidemment personnelles, individuelles, et elles ont chacune leur réponse, mais de vous donner quelques éclairages, Olivier et moi, sur des sujets un petit peu certainement complémentaires et qu'on n'a pas toujours l'habitude d'aborder, et notamment cette phase de préparation sur laquelle je vais pas mal insister ce matin. Alors, évidemment, quand vous vous posez une question, c'est un processus dans lequel on rentre très souvent par des questions. Et une des difficultés, c'est d'arriver à les structurer, à leur donner un peu de sens, et à les hiérarchiser. Parce qu'évidemment, quand on va rentrer dans une phase de cession de son entreprise, il y a aussi bien des questions liées à la cession pure, à qui céder, comment ça va se faire, etc. Toutes ces questions-là qu'on abordera tout à l'heure avec Olivier. Puis il y a aussi des questions personnelles, qu'est-ce que je vais faire après, pourquoi je fais ça, etc. Il y a aussi des questions patrimoniales, des sujets de transmission de son entreprise, que va devenir mon entreprise. Donc des multiples questions qu'il n'est pas toujours facile et simple d'aborder, sur laquelle, en général, quand on démarre, on évolue au fil du temps, et c'est pourquoi il est intéressant de bien démarrer le projet en avançant sur ce type de questionnement. Alors, Pascal, je t'interromps juste. Pour tout sujet, si vous voulez poser des questions, c'est dans l'onglet questions. Voilà, c'est ce qui a permis notre partenaire Livestorm, spécialiste du webinar. Et l'autre point, c'est que si vous ne voyez pas la présentation de Pascal, et je vous recommande de la voir parce qu'il y a des données qui sont quand même clés. Et en fait, il faut juste faire un refresh du navigateur. C'est un bug qu'on a observé. Voilà, et j'ai déjà un spectateur qui a ce problème. Donc, si vous vous reconnectez très brièvement et très rapidement, vous verrez la présentation. Voilà, je te laisse reprendre, Pascal. Donc voilà, j'en étais là ce matin. Notre objectif, c'est de vous éclairer sur certains points. Et le premier, c'est un peu le point de départ. C'est ce que je vais appeler le cycle de l'entrepreneuriat, qui a évolué lui-même ces dernières années. Avant une entreprise, ça se créait, ça se pérennisait, ça se développait, et puis ça se transmettait. 80-90% des dirigeants étaient dans ce cycle-là. Et puis, depuis quelques années, on s'aperçoit que les occasions de cession ou de rapprochement se font à différents endroits du cycle. Il y a par exemple des gens qui, de par la digitalisation de ces marchés, montent des briques très très vite et les revendent à d'autres acteurs. Moi, j'ai accompagné comme ça la cession d'une entreprise il y a 3 ans maintenant, qui était une brique UX, où le projet était d'avoir la plus belle brique UX, et puis on a accompagné la cession de cette entreprise à un groupe conseil. Il n'y avait pas du tout d'autre ambition que ça. Le projet, entre la création et la cession, a dû durer 3-4 ans, pas plus, et c'était là tout le projet de l'entrepreneur. Et puis, vous avez également aujourd'hui des gens qui arrivent à un stade de développement que je qualifierais un peu d'asymptotique, c'est-à-dire qu'on a un peu le plafond de verre, on n'arrive pas à passer quelque chose, et là, on se dit, tiens, élargir l'entreprise, c'est peut-être se rapprocher d'une autre, et on va travailler là également sur
une stratégie qui va être une stratégie de rapprochement et qui donnera lieu à un acte de cession sous une forme ou sous une autre. Et puis évidemment, existe toujours la transmission, j'allais dire un petit peu en fin de carrière, de ces dirigeants qui ont plus de 50 ans, voire plus de 58 ans selon les statistiques, et qui se posent la question de demain, que vais-je faire de mon entreprise, et qui sont la cession. Alors ce qui est intéressant là, c'est de voir que tout ça est beaucoup plus varié, donne des motivations très différentes d'arriver sur ce type d'opération. Et donc, on peut même parler d'un marché de plus en plus concurrentiel, avec une offre qui est de plus en plus importante. Il n'est pas rare quand moi je discute avec des dirigeants d'entreprise, même d'une quarantaine d'années, qu'au bout de quelques phrases, on s'aperçoit que la session, c'est un projet et qui n'est peut-être pas si lointain que ça dans leur esprit. Alors, il y a toute la dimension quantitative à ces données de marché. Olivier vous précisera tout ça. Il a des chiffres maison très bien suivis. Donc, l'augmentation de l'offre agence à vendre, effectivement, il y en a de plus en plus. Augmentation de l'âge moyen des propriétaires. Une donnée aussi, c'est que les Big Six, ces grands groupes qui avant achetaient beaucoup sur le marché français, n'achètent plus sur le marché français. C'est toujours un problème quand vous avez vos champions qui n'achètent plus sur ce marché-là. Et puis, il y a des nouveaux acteurs, il y a des nouveaux acheteurs. Olivier vous détaillera ça également. Je rajouterai des données contextuelles comme un crédit à la hausse. Il faut évidemment, il y a 2 ans, j'achetais pour 1%, puis maintenant c'est plutôt dans les 3-4%. Il faut le temps de s'y habituer. On se demande si demain ça ne sera pas plus cher. C'est des questions que se posent évidemment les acheteurs potentiels. Et puis 2 points qui me semblent, moi, très importants. Avant, il y avait beaucoup de rapprochements stratégiques. Aujourd'hui, on achète aussi de plus en plus des actifs financiers. C'est quoi la différence? C'est je cherche dans un cas une agence de RP parce que j'ai un groupe de com qui n'a pas de RP. Et donc là, je vais chercher la meilleure agence qui correspond à ça. Et puis, dans un autre cas, c'est je vais chercher l'agence qui va être la plus profitable par rapport à un projet qui est un projet beaucoup plus financier. Ça, c'est l'arrivée d'acteurs de plus en plus financiers qui sont des investisseurs dans cette industrie. Et on voit bien que l'approche entre rapprochement stratégique ou achat d'un actif financier n'est pas du tout la même et fait que si vous êtes à la tête d'une agence digitale et que vous souhaitez la céder, vous allez peut-être vous être en concurrence avec une boîte de com ou avec une boîte de RP ou d'Event parce qu'en face de vous, vous avez un acheteur qui a d'autres critères qui ne sont pas stratégiques et qui sont des critères beaucoup plus financiers. Et puis enfin, et ça c'est surtout vrai sur les boîtes qui ont 20-30 ans, on est sur un marché de la créativité et de l'innovation. Le digital, depuis 20 ans, a beaucoup apporté de ce côté-là. Et évidemment que qui dit marché d'innovation dit ici marché de rupture. On voit, moi, je rencontre des sociétés qui sont du mauvais côté parfois de la force sur ces terrains-là. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui va impacter au moment où on va se lancer dans un process de cession. Donc, tous ces facteurs qu'on vous présente ce matin sont des facteurs qui, évidemment, vont dans cette idée qu'on a bien un marché et que ce marché est de plus en plus concurrentiel. Et quand on a un marché concurrentiel, l'idée, c'est de bien se préparer. Et c'est comme ça qu'est née un petit peu cette activité dont je parlais tout à l'heure, d'accompagnement des agences à la préparation. Et je vais vous expliquer maintenant ce que ça veut dire que cette préparation à la cession. Alors, si je reviens sur qu'est-ce que c'est qu'un processus de cession, il y a 2 grandes caractéristiques, je pense, sur lesquelles il faut insister. C'est sa longueur. Quand on se lance dans ce type de choses, ce n'est pas anodin. Vous voyez, si je fais la fourchette basse, je suis quand même entre 24 et 48 mois, c'est quand même pas rien. C'est un vrai projet stratégique pour une entreprise et c'est très compliqué pour le dirigeant parce que très souvent, il est un petit peu seul à la tête de ce projet et à mener ce projet.
on y reviendra. Alors, très souvent, on est focusé sur la session, hein, c'est la partie que Olivier développera tout à l'heure, mais pour faire une bonne session, on a intérêt à faire une bonne préparation et si on veut que le rapprochement donne quelque chose, on a également intérêt, j'en dirai un petit mot tout à l'heure, à faire une bonne intégration. Donc il y a vraiment trois phases, trois étapes dans ce processus à bien anticiper pour maximiser les chances de réussite et diminuer les risques. Les risques, c'est quoi? Nous, on rencontre assez régulièrement des gens qui vont se détacher un peu de leur business parce qu'ils vont passer trop de temps ou ils vont avoir du mal à gérer ce temps entre je gère ce process et puis je gère mon entreprise avant. C'est pas évident du tout, surtout pour les plus petites entreprises. Et le risque essentiel, et s'il y a une chose à retenir, je pense ce matin, c'est bien celle-là, le risque essentiel, c'est de s'y prendre trop tard. On a tous, nous, rencontré des gens qui arrivent, se mettent sur le marché alors que l'entreprise n'est pas au maximum, au mieux de sa forme. Et évidemment, ça va poser quelques questions. On y reviendra un tout petit peu plus tard. Donc, le maître mot là-dessus, c'est toujours mieux de s'y prendre tôt que de s'y prendre plus tard. Trois enjeux clés dans la phase de préparation. La question que j'appelle du projet. Quel type de projet veut-on lancer et quel est le meilleur moment pour se lancer? Quel type de projet? J'y reviendrai juste après. C'est une question qui est importante, essentielle par rapport à vous et par rapport à votre entourage. Il y a plusieurs types de projets possibles. Il est important de bien se positionner par rapport à ça. Deuxième question, la question de l'optimisation de la valeur. Comment optimiser pour vendre à meilleure valeur son entreprise? Alors là, je vais utiliser un peu la métaphore de l'immobilier. C'est un petit peu comme dans le marché de l'immobilier. Les travaux, il faut les faire avant la mise en vente. Quand on les fait après, là, ce marché-là est pire que l'immobilier. Encore dans l'immobilier, on peut vous négocier un peu le prix, mais là, le plus souvent, c'est qu'on ne voudra pas faire l'opération si on s'aperçoit que telle ou telle chose ne sont pas conformes à ce qu'attendait l'acheteur et évidemment, il y aura une forte dévalorisation de l'actif que vous proposez. Donc, la question d'optimisation de la valeur, elle est centrale. Et puis, il y a une troisième question, alors, qui est beaucoup plus, j'allais dire, subtile, entre guillemets, à toucher, qui est la question du futur commun. Quand vous vendez une agence, vous ne vendez pas des machines, vous ne vendez pas des actifs très solides, vous vendez évidemment une part d'immatériel, vous vendez un projet, il y a des clients, il y a des chiffres, etc. Mais il y a aussi toute une partie assez subjective et la question que se pose un peu l'acheteur, mais surtout le vendeur, c'est un peu le vendeur, pardon, et surtout l'acheteur, c'est demain, est-ce qu'on peut fonctionner ensemble? Et ça, il y a des choses très tangibles qui y répondent, mais il y a aussi toute une série de petites choses qui ne sont absolument pas très visibles et qui contribuent à faire qu'on peut se dire qu'on a un futur commun ou pas. Donc, je vais y revenir là aussi, il y a quelque chose d'assez intéressant à travailler. La question du projet, bien définir son projet, son momentum, c'est la question de est-ce que je pars tout de suite? Est-ce que je veux partir tout de suite? Est-ce que je veux rester dans l'entreprise, etc. C'est quelque chose, quand on s'interroge un peu sur les chiffres, alors ce n'est pas des sources très, très scientifiques, mais ce n'est pas facile d'avoir toujours des chiffres sur ces domaines-là, c'est plus des chiffres maison. On s'aperçoit que
c'est à peu près à 50-50. Il y a des gens qui sont là pour faire autre chose et qui veulent partir assez rapidement. Et partir assez rapidement, ça va être la durée d'un contrat, ça va être. Mais il y a plein de possibilités en la matière. Et il y a des gens qui vont vouloir rester dans l'entreprise, la consolider. Et on voit bien que c'est pas du tout la même approche et qu'il faut être au maximum au clair par rapport à ce type de choses parce que il y a une question clé quand on se met sur le marché et j'en parle sous l'autorité d'Olivier, c'est que vous rencontrez des gens à ce moment-là qui se demandent tous est-ce que c'est sérieux ce projet? Est-ce qu'ils veulent vraiment vendre ou pas? Et tant qu'on n'a pas un projet clairement défini, on a toujours ce questionnement qui se pose. Donc, bien définir son projet, être bien au clair, ça veut dire se projeter, par exemple, sur ses questions personnelles, c'est très important. Bien se projeter aussi sur son momentum. Ce que j'appelle le momentum, c'est ce moment, alors qui est un moment de marché, qui est un moment de l'entreprise, qui est aussi votre moment en tant que dirigeant, le moment essentiel, le moment où je vais pouvoir me lancer sur un tel projet. Deux exemples, il y a quelques années, je suis dans une entreprise, un dirigeant qui a 62, 63 ans, pas question de céder, je vais très bien et j'ai un outil de travail qu'il va falloir que je modifie pendant 10 ans et que j'investisse énormément pour pouvoir le modifier. La question quand même se pose, est-ce que effectivement ce travail va pouvoir être fait ou est-ce qu'il va falloir rentrer dans un questionnement sur la session? C'est des choses qui se travaillent. J'ai un autre exemple comme ça. Je suis rentré là, il y a quelques temps dans une entreprise où on me dit je souhaite vendre d'ici 5-6 ans, mais pas avant. Et quand on commence à regarder un petit peu plus, on s'aperçoit que l'outil de travail est à son apogée. Soit la session se fait assez rapidement dans les 2 ans qui viennent, soit il va falloir, parce que dans votre métier, les outils de travail se reconstruisent en permanence, reconstruire singulièrement l'outil de travail pour être au top du marché dans 5-6 ans. C'est un choix de dirigeant, c'est un projet, c'est ça le momentum. Le momentum, c'est aussi un moment de marché. Nous, on a réussi à accompagner à la vente une boîte pendant le Covid, mais c'était pas le meilleur moment non plus pour faire ce type d'opération, bien évidemment. Alors, la question du projet, elle est doublée par cette question de comment optimiser la valeur. C'est sûr qu'il y a plein de facteurs qui font, là je vous en ai mis quelques-uns, il y en a moins autant, qui font la valeur d'une entreprise. Et les agences racontent beaucoup à leurs clients qu'elles sont atypiques, qu'elles sont différentes des uns des autres. Elles ont bien raison. Maintenant, si chaque entreprise a ses particularités, le marché, lui, il a ses exigences. C'est-à-dire qu'on attend des choses assez précises d'une agence. Et évidemment, on n'attend pas une réponse au top sur chacun de ces items. Mais on attend quand même pas mal d'items favorables pour pouvoir sélectionner, parce qu'on est bien dans cet état d'esprit-là, une agence quant à l'achat. Donc, ces items-là, ils sont assez classiques. Vous les connaissez, bien. C'est sûr que c'est mieux d'être sur un marché en développement que sur un marché qui est plutôt flat ou en régression. Quand je vous parle de vendre une boîte du X il y a 3 ans, quand c'était le top sur ce type de demande, évidemment, on est en plein développement. La boîte qu'on a accompagnée pendant le Covid était une agence qui était plutôt sur du préprint traditionnel. On n'est pas du tout dans la phase du marché, donc ce sont des choses là très différentes. Croissance et résultats, je ne rentre pas dans le détail, il y a des standards de tout ça, vous les connaissez bien évidemment. Le vrai avantage concurrentiel, c'est une chose importante parce que beaucoup de dirigeants ne s'aperçoivent pas à quel point ces dernières années, on a basculé là aussi d'un marché de la demande à un marché de l'offre.
Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on attend d'une agence aujourd'hui, non pas qu'elle dise « Monsieur le client, quelle est votre demande? Je vais y répondre. Mais monsieur le client, voilà ce que je vous propose et voilà quelle est la définition de ma valeur et comment elle se différencie du marché. Et même quand je suis à vendre, on attend ça de moi. » Évidemment, une faible dépendance à l'acheteur. Si vous avez un seul client et que le prix sera évidemment dépendant de ça. Une marque attractive, hein, la communication est de plus en plus un marché de marque, beaucoup plus qu'il ne l'était, des portefeuilles clients et contrats, etc., etc. Donc, pour chaque entreprise, il est important de travailler sur ces petites sources d'optimisation de la valeur. Ça prend du temps, ça prend quelques moyens, mais je prends juste le deuxième item. Hein. Si je n'ai pas de résultat positif, il va me falloir au moins un ou deux exercices pour me remettre à jour. Donc, ça prend au minimum ce temps-là, ce timing-là, pour pouvoir s'y préparer. Et puis la dernière chose, les freins possibles à l'intégration. Il faut, je pense, avoir été dans ces situations-là pour comprendre qu'on rencontre des acteurs qui cherchent assez vite la façon de ne pas faire et qu'il y a plein de raisons pour lesquelles on peut compliquer une intégration et que ces raisons, il est bon de les fluidifier au maximum avant. Il y a plein de petits grains de sable. Il n'y a pas longtemps, je travaillais avec une agence. Le site Internet, c'est bête ce que je vais vous dire, mais le site Internet n'avait pas été travaillé depuis 3-4 ans. Ça se sentait. On ne peut pas arriver sur le marché avec une visibilité de quelque chose qui a 3 ou 4 ans. Forcément, les acheteurs potentiels vont regarder ça d'une façon un petit peu curieuse. Donc, j'ai, oui, mon actionnariat qui n'est pas très clair, j'ai plusieurs boîtes, toutes ces choses qui sont rien de fondamental en soi, mais qui sont des petites choses où, oui, en face, je vais avoir, c'est un peu compliqué votre histoire. On peut s'éviter tout ça en le préparant bien, bien en amont et en trouvant parfois même des réponses s'il y a besoin à certaines de ces choses-là. Mais encore, faut-il le préparer. Alors, les ingrédients d'une bonne préparation, comment on fait ça? Ça a l'air de rien, mais c'est quelque chose qui demande, à mon sens, et on le voit de plus en plus sur d'autres marchés que celui de la communication, un audit, un regard extérieur et bienveillant d'un vrai tiers de confiance pour avoir ce que je vais appeler une perception objective et réaliste de ce qui fait la valeur de l'entreprise. Le problème du dirigeant, c'est que, on le disait tout à l'heure, il est seul, mais il est aussi très imprégné de sa propre perception de la valeur de son entreprise, fût-elle positive ou négative d'ailleurs, mais c'est la sienne et il est là depuis 10, 20, 30 ans. Avoir un regard extérieur à ce moment-là est quelque chose d'extrêmement important pour bien mesurer la balance des choses qui seront à transformer, qu'on pourra bouger dans l'entreprise. Alors, un tiers extérieur, c'est quelqu'un, c'est comme vous quand vous travaillez pour un client, hein, c'est quelqu'un qu'on paye parce que sinon, ce n'est pas un professionnel. Et puis, c'est quelqu'un également qui n'est pas dans le système actuel de l'entreprise. C'est-à-dire que son comptable, son avocat sont des gens qui sont très impliqués, qui sont très experts, mais qui font partie de ce système-là. Et donc, évidemment que ils sont autant impliqués que vous dans le regard actuel de l'entreprise. Derrière, quand on fait ce type de choses, évidemment qu'on va avoir besoin d'un plan de travail pour optimiser tout ce qui est optimisable et faciliter la transmission avant la mise en marché. L'idée, c'est que de réhabiller l'appartement, la voiture, tout ce que vous voulez, de la meilleure façon avant de le mettre sur le marché. Il faut bien se dire une chose. Olivier, tous les M&A vendent ce qu'on leur donne à vendre.
Et quand vous rentrez dans ce process-là, on n'a pas beaucoup de temps. On ne peut pas tellement agir sur un certain nombre de choses. Donc, c'est bien sur cette phase amont qu'on va pouvoir faire quelque chose. Et ça demande donc un peu de temps, d'énergie et de remise en question aussi parfois un peu du dirigeant pour finaliser son projet et surtout devenir l'acteur de sa session parce que moi je reviens là-dessus, il n'y a rien de pire. Une vie d'entrepreneur, c'est en général quelque chose qui se construit sur la liberté d'entreprendre, l'envie de pouvoir conserver dans tout ce parcours cette liberté. Et il n'y a rien de pire que, et on le voit de temps en temps malheureusement, que des boîtes qui partent à la casse parce qu'on n'a pas suffisamment anticipé ce type de choses. Deux petits focus pour terminer. Un focus sur l'audit. Quand on fait un audit de ça, c'est un vrai moment fondateur parce qu'en général, c'est l'occasion pour un dirigeant de percevoir différemment. Alors, il n'apprend jamais rien, hein, ce n'est pas des grandes découvertes. Mais par contre, là, je viens d'en faire un où j'ai expliqué à un client comment sa base client actuelle était toxique au sens où elle l'entraînait vers moins en moins de valeur ajoutée, qu'elle était de moins en moins payée et qu'il fallait absolument évoluer ça. La réponse du client, c'est « Ah, je le sentais, mais je ne savais pas analyser cela. Merci de nous avoir mis le doigt là-dessus pour pouvoir derrière agir sur cette situation-là. » C'est ça un audit, c'est ça le moment fondateur de l'audit, c'est de s'apercevoir sur… Alors, nous, on fait un audit sur ce qu'on appelle les 5 piliers de la réussite d'une entreprise, des éléments alors financiers, bien évidemment, mais il n'y a pas que la finance dans la vie. La finance est vraiment une des choses de ce parcours-là. Il y a également tout ce qui est vision. On attend d'une entreprise, quand on la rachète, qu'elle continue à tourner. L'autre jour, quelqu'un me disait « Ah oui, mais le repreneur, ça sera à lui de voir. » Non, le repreneur, il a envie d'avoir quelque chose qui tourne. Il n'a pas envie de faire à votre place ce type de sujet. On attend que ça tourne en termes de business aussi, que ce soit une société qui continue à intégrer des clients et puis à avancer avec eux. On attend à ce qu'il y ait une équipe. C'est toujours aussi quelque chose sur lequel on est amené à faire des modifications parce que quand ça fait 15-20 ans qu'on travaille avec une équipe, est-ce que c'est bien l'équipe qui va pouvoir faire la bascule ensuite? C'est pas toujours certain, etc., etc. Donc, c'est une vraie perception à 360 degrés qu'on est amené à faire. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de détecter quelques leviers d'optimisation de la valeur pour pouvoir présenter différemment l'entreprise, pour pouvoir confirmer le projet et son momentum. Et puis derrière, qu'est-ce qu'on fait? On appelle ça du corporate ou du company staging, parce que c'est un peu comme le home staging. On refait du home staging de l'entreprise avant la vente, c'est-à-dire qu'on travaille avec le dirigeant à partir des résultats de l'audit, à partir d'un SWOT sur une petite transformation de tout ça pour qu'on puisse optimiser la valeur et lever les fameux freins dont on parlait toujours tout à l'heure. Alors, c'est bien avec le dirigeant parce que c'est lui qui met le curseur et entre transformer, optimiser des choses et reconstruire totalement, vous voyez, c'est là où les curseurs se mettent et c'est avec le dirigeant qu'on fait ça aussi pour déterminer le cycle de la session dans laquelle on va pouvoir se situer. Dernière slide sur le sujet avant de passer la parole à Olivier. Alors évidemment, pourquoi je me fais accompagner? Je connais bien mon entreprise, tous les dirigeants nous disent ça. Je sais très bien faire tout seul, etc. Je pense que c'est un sujet qui n'est pas comme les autres. Je pense que c'est un sujet où la fameuse solitude du dirigeant, elle est plus importante que sur d'autres. D'abord parce que le dirigeant, je n'ai pas parlé du tout de ça ce matin, on ne peut pas parler de tout, mais il a ses propres interrogations, ses propres doutes. C'est là où il y a une dimension coaching qui, chez nous, intervient parce que on sait très bien qu'il va évoluer dans sa réflexion sur le sujet et qu'il faut accompagner
accompagner cette évolution. C'est un sujet qui, contrairement à tous les autres, même quand on a un comité de direction un peu structuré, etc., on ne peut pas le déléguer. On ne peut pas le déléguer parce que, sauf à être évidemment avec des associés, mais c'est un sujet qui vient en plus, qui demande du temps et qui n'est pas délégable et qui demande aussi un peu de compétences et d'expérience qu'il faut aller chercher à ce moment-là. Donc, d'où le regard expert extérieur sur votre entreprise. Et puis aussi, un engagement que je qualifie d'impartial auprès du client, quelle que soit sa stratégie. Quand on accompagne les clients, il nous arrive qu'ils nous fassent une demande de accompagnez-nous dans la préparation de la session. Et puis au final, ben non, j'ai pas envie de céder, j'ai envie de faire d'autres choses. C'est pas grave, c'est votre choix. Je pense à ça pour un dirigeant que j'accompagne à ce moment, qui a une quarantaine d'années et qui était un peu bloqué dans le développement de son entreprise, qui est en train de se débloquer et du coup a beaucoup moins envie de céder, se demande même s'il ne va pas, avec un fonds, racheter une entreprise parce que maintenant il a un vrai projet qui dépasse un petit peu tout ça. Comment choisir son accompagnant? Je crois c'est important d'avoir cette vision 360, vision business, finance, market. Les milieux de la communication sont des milieux très particuliers qui intéressent assez peu les grands cabinets, etc., parce que ils appellent ça du small business, et puis parce que justement ces spécificités font que il n'est pas toujours évident d'y intervenir. Il faut évidemment des méthodes et des outils, une solide expérience du secteur et puis du vécu de ce type d'opération, parce que ce sont des opérations qui sont bien prenantes pour les dirigeants, bien prenantes au sens le dirigeant lui-même il joue des choses importantes, donc il faut bien l'accompagner de ce côté-là. Et puis, évidemment, la base de tout dans les métiers relationnels, un bon relationnel, s'il n'y a pas de bon relationnel, on n'arrive pas à travailler avec les gens. Voilà, Monsieur Xuan. Donc on va avant de passer la parole à Olivier Tierkes, donc de BDO, je redis juste, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement dans l'onglet questions de façon confidentielle. Vraiment, vos noms n'apparaîtront pas. Nous sommes seuls à en avoir connaissance, en tout cas à côté la réclame. Voilà, et les questions seront relayées à la fin lors de la session de questions-réponses. On a déjà reçu des très intéressantes. Voilà, qu'on conserve en stock pour dans quelques minutes. Voilà. Olivier, maintenant, c'est à vous sur la partie session. Merci Pascal pour cette introduction. Alors, moi, mon métier, c'est d'accompagner les dirigeants dans la réalisation de leurs projets de cession ou d'acquisition, ce qu'on appelle le M&A. J'ai un double passé qui est un passé d'agence dans le groupe Cara, Aegis, maintenant Dentsu, pendant 12 ans dans des fonctions de direction financière et de direction générale. J'ai eu l'occasion de réaliser une trentaine d'acquisitions durant cette période-là, durant ces 12 ans. Et depuis 15 ans, je fais du M&A dans les métiers de conseil au sens large, dont dans la communication. Dans la communication, j'ai eu la chance de réaliser près de 70 opérations dans tous les métiers de la communication et toutes les expertises. Donc, ça nous donne un bon regard sur ce marché des agences. Alors, le marché des agences, il est assez particulier, comme on l'a dit au tout début, pour vous donner juste un chiffre qui n'a pas été mentionné. Nous, on a une base de données, on essaie de recenser toutes les agences indépendantes. On a recensé 227 agences indépendantes qui ont une marge brute de plus de 3 millions. Donc, c'est beaucoup. Et là, évidemment, on ne compte pas les filiales des grands groupes, des fameux Big Six. Et sur ces 227, il y en a quand même 72 qui font plus de 10 millions de marge brute. Donc ça, c'est un élément, 10 millions de marge brute, ça fait au moins 100 personnes environ, pour vous donner un ordre de grandeur. Ça veut dire que ce marché, depuis 10 ans, moi, ça fait 25 ans que j'y suis, il s'est beaucoup densifié par le milieu. Il y a toujours les gros, et derrière, il y a ces acteurs moyens qui sont de plus en plus nombreux. Comme l'a dit Swan au départ, on a plus 50% du nombre d'agences indépendantes, mais avec des acteurs indépendants, gros, de plus en plus gros, et on le verra avec la présence de fonds d'investissement parfois pour les accompagner. Donc ce marché, il s'est densifié par le milieu, beaucoup d'acteurs indépendants qui font entre 3 et 100 millions pour les plus gros indépendants.
Alors, les évolutions de ce marché en termes de transactions, on voit que c'est un marché qui avait, et on le verra juste après, un nombre de transactions assez stable depuis une quinzaine d'années. Mais là, récemment, le marché des transactions s'est accéléré pour plusieurs raisons. Première raison, l'effet post-Covid, parce qu'évidemment, en 2020, tout s'est arrêté dans l'univers du M&A, ou quasiment. 2021, pas beaucoup d'opérations. Donc 2022, il y a un effet rattrapage indéniable, on le verra sur le slide d'après, mais qui s'accélère encore en 2023. Pourquoi? Parce qu'à la fois, il y a des gens qui ont envie de céder, et puis il y a cet effet rattrapage. Pardon, je reviens, excusez-moi. Parce qu'il y a aussi un besoin croissant de taille critique. Le marché, si on se remet en arrière, il était beaucoup organisé par silo, par expertise. Je suis une agence de RP, je suis une agence d'événements. C'est de moins en moins vrai. Il y a toujours ces acteurs, mais ils sont de moins en moins uniquement sur une expertise. Donc, il y a un besoin d'avoir des expertises parallèles. On fait du contenu, on a besoin de s'intéresser à des RP. On fait de l'événement, on a besoin d'avoir une expertise contenu. Enfin, je pourrais multiplier les exemples sans compter le digital. Donc, il y a besoin d'une certaine taille et d'avoir des expertises complémentaires qui fait qu'on puisse traiter des clients qui ont besoin d'être rassurés. Et puis, il y a un autre phénomène aussi qui accélère le rapprochement, on en parlera juste après, c'est l'augmentation de l'âge moyen des dirigeants. J'ai un slide sur le sujet, juste après, je reviendrai dessus. Bon, comme on l'a dit, une typologie d'acheteurs qui se modifie. Les Big Six, moi j'ai grandi si je puis dire, dans un marché où les petites agences se vendaient aux agences moyennes et les agences moyennes se vendaient aux Big Six, à Omnicom, à WPP, Publicis, Havas, Cara, qui achetaient beaucoup. C'est fini. Aujourd'hui, ces gens-là, ils n'achètent quasiment plus. À E6, ils achètent à E6, ils achètent 1 à 2 agences par an, pas plus. Et encore d'une certaine taille, sur certains métiers, alors qu'avant, on se battait entre nous pour acheter les agences. Donc, c'est plus eux qui achètent. Donc ça change fondamentalement le marché. En revanche, beaucoup de nouveaux acteurs indépendants sont apparus. Ils se sont constitués par build-up avec les fonds. Je ne vais pas les citer, mais il y en a beaucoup. Et dans les 72 agences importantes qui font plus de 10 millions, il y en a les 2 tiers qui n'existaient pas il y a 10 ans. Donc, ce n'est pas simplement des vieilles agences qui ont grossi, c'est beaucoup d'acteurs nouveaux qui se sont créés par rapprochement ou avec l'aide de financiers. Ça change complètement le marché de la communication et notamment la présence de fonds d'investissement. Alors, 2 slides pour illustrer ça. Le premier slide, l'âge des dirigeants. On voit que l'âge moyen sur les 227 agences qu'on a identifiées, c'est 55 ans. À titre d'indication, de comparaison, cet âge moyen il était de 52 ans en 2016. Donc évidemment, il s'est passé du temps. Mais on peut voir quand même que l'âge moyen de plus en plus de dirigeants d'agences ont plus de 60 ans, voire plus de 70 ans. Donc ça, c'est forcément un élément qui joue dans l'accélération du nombre de transactions. Et si on regarde un peu le nombre d'opérations, alors évidemment, on ne prétend pas être exhaustif, mais on a quand même des bases de données qui nous permettent de comparer. On voit que 2012 était une année de crise économique, on voit aussi l'impact de la crise. Et à partir de 2013 jusqu'en 2019, on avait environ entre une cinquantaine d'opérations par an. Gros ralentissement en 2020, 27 opérations. 21, on reprend un peu. Et en 2022, 59 opérations, plus forte année historique. Et ce qui est très intéressant, c'est que là, en 2023, alors au 31 mai, le mois de juin n'est pas totalement fini, on a déjà recensé 32 opérations sur 5 mois. Et le mois de juin, il suffit de regarder les newsletters pour tous ceux qui les lisent, on voit bien beaucoup d'opérations qui sont faites. Donc l'année 2023 va probablement encore être une année record en nombre de transactions opérées uniquement dans le marché des agences. Alors, en dessous, on voit les opérations. On voit quand même que l'essentiel des opérations sont encore avec ce qu'on appelle du M&A corporate. Je vends une agence à une autre agence. Mais qu'il y a quand même une partie non négligeable, 15% des opérations qui impliquent des fonds d'investissement. Ces fonds qui craignaient beaucoup l'univers de la communication sont présents dans beaucoup d'agences, notamment les agences d'une certaine taille. Évidemment, quand on est une agence de 3 ou 4 millions, on a peu de chances d'avoir un fonds qui s'intéresse à vous. Et quand on commence à faire 10 millions d'euros, de marge brute, il y a beaucoup d'agences qui ont des fonds dedans, souvent minoritaires, parfois majoritaires. Il y a un autre élément important qui ne ressort pas de ce tableau, qui d'ailleurs est un des sujets de préoccupation, c'est que la communication se vend à la communication. Il y a souvent eu le fantasme de j'ai une agence, je vais la vendre à un cabinet de conseil.
Dans la réalité des opérations, les opérations qui sont réalisées hors du spectre de la communication, c'est moins de 10%, pour ne pas dire moins de 5%. Et encore, dans ces 10%, c'est plutôt des agences digitales qui se vendent à des ESN, à des SS2I. Mais les gros acteurs du conseil n'arrivent pas encore, n'ont pas encore franchi le pas pour acheter de la communication. Seule exception, Accenture, qui a créé sa propre agence de communication, qui a racheté les agences au début, maintenant qui en rachète moins, ou alors les très très grosses aux États-Unis. Mais sinon, les autres acteurs du conseil ne rachètent pas. Donc, les agences de communication se vendent principalement à des acteurs de la communication. Et ça, c'est important de bien l'avoir en tête dans tout ce qu'on doit faire pour avancer. Alors, évidemment, quand on parle de session, une des questions, c'est pourquoi se faire accompagner? C'est un peu comme pourquoi se faire accompagner pour préparer sa session. Moi, je rencontre beaucoup de dirigeants qui disent pourquoi je vais le faire tout seul, je connais tous mes concurrents, et en plus, ça va me faire économiser des honoraires. Alors, oui, mais en fait, le vrai conseil, c'est faites-vous accompagner. Il y a aujourd'hui, c'est un métier technique, une session. C'est un process qui est long, sans compter la préparation. Dans le meilleur des cas, c'est 9 mois, souvent 12 mois, et c'est encore plus long si l'acheteur est étranger ou filiale de groupe étranger, où il y a les allers-retours avec la maison mère. Ça vous aide à structurer le dossier de présentation, d'avoir un regard extérieur, comment bien présenter son agence. On vous aide évidemment, les cabinets de M&A, je ne vais pas parler que de moi, bien sûr, on aide à l'évaluation de l'agence, avoir une approche objective, combien ça vaut une agence, combien ça se valorise sur la base de ses résultats présents, passés, futurs. C'est un métier très technique, un processus de cession. Ça nécessite une expertise financière, juridique, fiscale. Il y a énormément d'opérations. On parle de pacte d'actionnaires, on parle de promesses d'achat, on parle de contrat de travail. Il y a énormément de sujets qui sont impactés. C'est un gain de temps pour le management. Le vrai risque, quand on vend, c'est d'abandonner son entreprise et de se consacrer uniquement à ça. Pendant ce temps-là, les résultats se dégradent. Et quand on arrive à la fin du process, l'acheteur, il voit que les résultats ont été moins bons que prévu parce que le dirigeant explique « Oui, mais j'ai passé tout mon temps à m'occuper de ça. » Non. Et évidemment, ça a une incidence sur le prix, voire sur la réalisation de l'opération. Donc, il faut que le manager il continue à gérer son agence. Et nous, les cabinets de M&A aident à éviter cet écueil. Autre élément, ça permet aussi d'avoir accès à des cibles sensibles. Ce n'est pas évident pour un patron d'agence d'appeler ses concurrents ou les agences qu'on connaît. Vous vous croisez dans des réunions professionnelles, dans des syndicats, mais de là à prendre son téléphone et appeler en disant « Je suis à vendre, est-ce que tu ne serais pas intéressé ?» Ça vous met dans une posture qui n'est pas favorable à la vente. Et en plus, il peut y avoir des sujets de confidentialité à traiter que nous, on aide à traiter. Autre point très important, c'est la gestion du calendrier. Prendre un cabinet de M&A, c'est se donner un calendrier pour y arriver. L'objectif, ce n'est pas d'avoir une proposition, c'est d'en avoir le maximum par rapport à l'ensemble des cibles intéressées à une date donnée. C'est de faire arriver tout le monde sur la même ligne d'arrivée. On le verra après dans un processus de cession. Évidemment, contribuer et aider à la négociation. C'est pour ça que les honoraires deviennent un sujet un peu accessoire si on peut favoriser une bonne négociation du prix. Et puis, autre élément très important, c'est un rôle de filtre au moment des phases de discussion. Une négociation, c'est des moments de tension avec le futur acheteur et il ne faut pas que ça laisse de traces. Donc, prendre un conseil M&A, ça permet de filtrer. Il se prend les coups de l'acheteur qui n'est pas content, qui trouve que c'est trop cher, du vendeur qui trouve que ce n'est pas assez cher. Mais nous, on disparaît le jour après la session et tout en veillant à préserver la bonne qualité de relation entre l'acheteur et le vendeur. Alors, les bonnes questions qu'il faut se poser avant de démarrer un processus de cession, au-delà des points qu'a évoqué Pascal sur la préparation. Bon, évidemment, la première question, on n'entame pas un processus de cession si on n'est pas clair sur son projet personnel. Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut partir rapidement? Alors, partir rapidement, c'est moins d'1 an, parce qu'évidemment, on vous demande d'accompagner 3 mois, 6 mois. Est-ce qu'on a un souhait d'accompagnement, entre guillemets, normal, ou est-ce qu'au contraire, on souhaite se projeter durablement sans échéance dans le nouveau projet? Ça, c'est la première question. Il faut être clair dans sa tête là-dessus. On ne peut pas arriver en face d'un acheteur si on n'a pas résolu cette question dans sa tête, sachant que les réponses peuvent varier quand très souvent, il y a plusieurs actionnaires dans une agence, plusieurs dirigeants. Les réponses, elles sont individuelles, elles ne sont pas collectives. Il peut y en avoir qui veulent partir, d'autres qui veulent rester. Et il n'y a pas de mauvaise réponse. Ça, c'est très important de le dire. Il ne faut surtout pas dire « je vais rester parce qu'on attend que je reste ». Non, si vous voulez partir, il faut le dire. Il faut être clair.
Et il faut aller chercher les acheteurs qui accepteront cette configuration-là. Bon, deuxième étape, c'est se poser la question de la transmission interne. C'est un sujet qui est très souvent dans la tête de dirigeants d'agence. Est-ce qu'il n'y a pas des gens derrière moi qui pourraient être intéressés? Alors, des projets de cession aux collaborateurs, il y en a extrêmement peu dans le nombre d'opérations qu'on recense tous les ans. C'est 5% des opérations à peu près. Il y en a quelques-uns qui se sont passés. Nous, on vient de contribuer là, à une reprise par une agence, c'était dans la presse il y a quelques jours, une belle agence de contenu où l'équipe de management a racheté aux dirigeants. Il y en a quelques-uns. En tout cas, il faut se poser la question et il faut évaluer la faisabilité, l'intérêt. Et puis, si jamais ça ne se fait pas et qu'on a éliminé ça, au moins, ça ne créera pas de frustration par rapport aux équipes existantes. Ensuite, clarifier les critères sur la nature de l'acquéreur recherché. Au-delà du prix, bien sûr, il y a toujours une dimension financière. Est-ce que je cherche à me rapprocher de gens qui font le même métier que moi? Est-ce que je cherche plutôt des gens qui ont des compétences ou des expertises complémentaires? Est-ce que je veux me rapprocher d'un groupe international parce que j'ai un besoin d'accès à l'international ou au contraire, surtout pas, je veux un acteur indépendant? Est-ce que je cherche plutôt un fonds d'investissement qui pourrait être intéressé ou je cherche des synergies? Est-ce que je suis ouvert à une reprise par des personnes physiques? Il y a beaucoup de personnes physiques qui sont souvent des anciens de grands groupes de communication qui sont en recherche d'agence. Est-ce que je suis ouvert à céder les rênes à une personne physique? Alors évidemment, ça veut dire que je m'en vais dans ces cas-là. Donc tout ça, c'est des questions qu'il faut avoir en amont. Quel schéma de cession? Est-ce que je veux vendre 100% ou est-ce que je suis prêt à conserver une participation minoritaire? Majoritaire, ça n'arrive pas, mais une participation minoritaire pendant un certain temps, avec des processus, bien sûr, des promesses d'achat, des promesses de vente. Est-ce que je veux un paiement en cash ou est-ce que je suis ouvert? Ce qui se fait beaucoup en ce moment, il y a je ne vais pas dire une mode, mais il y a énormément d'opérations où une partie du prix est payée en action de l'acquéreur. Est-ce que j'y suis ouvert ou pas? Ça, c'est aussi des questions à avoir en tête au départ. Et puis, évidemment, est-ce que les autres questions, est-ce que je suis ouvert à un regroupement géographique ou est-ce que je veux absolument rester dans mes locaux parce que je suis propriétaire, je viens de les acheter, je n'ai pas envie de changer? Ou est-ce que je suis ouvert à la disparition de la marque ou pas? En général, il vaut mieux être ouvert au rapprochement géographique et à la disparition de la marque. C'est quand même plus facile face à des acquéreurs, même si c'est dans le temps, les deux sujets. Ça, c'est des questions qu'il faut bien avoir en tête avant de lancer un processus, tout ça. Ça ne veut pas dire qu'on connaît le schéma, mais il faut vraiment l'avoir en tête. Alors, un processus de cession, c'est 3 grandes étapes. Je vais peut-être dire des banalités, je vais essayer d'aller assez vite. Il y a une première phase qui est en chambre, personne n'est au courant. Simplement, le chef d'entreprise, ses équipes ne le sont évidemment pas, le chef d'entreprise et le cabinet de M&A qu'il a choisi pour l'accompagner. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On prépare un dossier de présentation. L'objectif, c'est de collecter toutes les informations et de faire un dossier de vente. Un dossier de présentation, c'est un dossier qui doit donner envie. Il doit donner envie où on présente l'organisation, les expertises, les savoir-faire, les équipes, évidemment les éléments financiers, mais pas que. Donc, c'est vraiment un élément important. Le deuxième élément, c'est sur la base, une fois qu'on a bien compris les attentes du cédant, une fois qu'on a bien compris le métier qu'il fait, c'est de lui proposer une liste d'acquéreurs. Voilà les gens qu'on se propose d'approcher. On n'approche jamais, enfin, en ce qui nous concerne, des acquéreurs qui n'ont pas été validés par le cédant. Il peut y avoir des gens où il n'a pas du tout envie de se rapprocher, il peut y avoir des problèmes de concurrence sur des sujets très, très, très sensibles. Donc, on propose une liste d'acquéreurs. Et donc, ça veut dire que durant cette première phase, qui dure 2 mois, à l'issue de cette première phase, on a un dossier de présentation validé par le cédant et on a une liste de cibles validée par le cédant. En général, une trentaine de cibles, ça peut être 40, ça peut être 20, mais c'est toujours l'ordre de grandeur. Ce n'est pas 250, ce n'est pas des mailings infinis qui n'arrivent jamais. C'est vraiment des acquéreurs dont on se connaît la stratégie, dont on pense que ça peut avoir un intérêt, mais on ne leur a pas posé la question. Donc, l'acquéreur, à ce stade-là, il n'est pas, personne n'est au courant. Donc, à l'issue de cette première phase, on pose la question, est-ce que vous êtes bien sûr? On y va. On entame la phase 2. Donc, la phase 2, c'est la prise de contact. C'est le moment où on commence à contacter les cibles, d'abord de façon confidentielle. On a des teasers qui permettent pas, en général, de retrouver le nom de l'agence. On a une agence à vendre, une agence de RP qui fait à peu près cette taille-là, qui est basée à Paris ou qui est basée dans une ville de province. Donc, c'est la prise de contact anonyme de façon à tester l'intérêt de cette cible-là, donc sur les 30 en question, et de voir s'ils sont intéressés ou pas. Notre historique, c'est que la moitié des gens
nous dit ça ne nous intéresse pas par principe en recevant le teaser. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas d'acquisition en ce moment, pas ce métier, c'est trop gros, c'est trop petit, on a d'autres projets en cours, etc. Donc, ça veut dire que sur les 30 contactés, il y en a 15 qui ne vont pas vouloir aller plus loin. En moyenne, évidemment, tout ceci n'est que des moyennes. Sur les 15 qui vont vouloir aller plus loin, là, on va leur faire signer un accord de confidentialité et ils vont avoir accès au dossier. Et donc là, évidemment, ils vont savoir qui est l'agence. Et là, il y a encore un peu d'élimination. Ah, je n'avais pas compris que c'était eux. Et en regardant le dossier, non, ça ne m'intéresse pas. On n'en perd pas beaucoup, mais on en perd encore 20-25%. Et ensuite, on rentre dans une succession de rendez-vous, ce qu'on appelle des management presentations ou des rendez-vous avec les acquéreurs. Un premier rendez-vous qui n'a comme objectif que de savoir s'il y en aura un deuxième, puis un troisième, jusqu'à ce qu'on puisse dire à l'ensemble des gens intéressés, bon, maintenant, tous ceux qui sont intéressés, il faut que vous puissiez nous faire une proposition, la fameuse LOI, la fameuse lettre d'intention, ou à une même date, de façon à recevoir toutes les lettres d'intention le même jour pour pouvoir les comparer. La lettre d'intention, elle reprend 3 points. Les données financières et juridiques, j'achète 100%, j'achète 70%, je valorise la société selon telle formule, tel montant payable maintenant, tel montant payable plus tard. Ça, c'est le financier et juridique. C'est assez facile à comparer sur un tableau Excel. Après, quel projet pour l'entreprise? Ce n'est pas du tout la même chose. Je vais fusionner l'entreprise, je vais la déménager, je vais la rapprocher avec telle marque, je vais garder l'entité juridique, je vais garder la marque, etc. Et puis, quel projet pour le dirigeant? C'est 2 sujets différents. J'ai besoin que vous m'accompagniez. Quel est votre rôle? Vous reporterez à qui dans l'organisation? Qu'est-ce qu'on attend de vous? On a besoin de vous pendant 1 an, pendant 3 ans, de façon infinie. Et finalement, le choix du dirigeant, au moment des différentes LOI, il va se faire sur ces 3 critères. Le critère financier, le critère quel projet pour l'entreprise, pour les collaborateurs, parce que derrière, il va falloir en parler aux collaborateurs, et puis le critère pour lui par rapport à son propre calendrier, à ses propres aspirations. Donc, en général, on essaie d'avoir plusieurs LOI pour avoir le choix du projet. Évidemment, les LOI, quand on les reçoit, elles sont toujours négociées. On n'accepte jamais une LOI du premier coup. Il y a toujours des négociations, des précisions qui sont apportées. Cette deuxième phase, elle dure à peu près 4 mois entre les premiers rendez-vous, les prises de contact et la signature d'une LOI. Ça veut dire, en gros, on a choisi quelqu'un. C'est important. Troisième phase, qui, elle, est souvent assez pénible parce qu'elle devient très technique. On a choisi quelqu'un, on pense que c'est fait. Ben non, il y a encore 3 mois. Et ça, c'est assez incompressible de due diligence. Donc, l'acheteur, il a fait une proposition sur la base d'éléments qu'on lui a présentés dans le dossier. Maintenant, il veut les vérifier. Ce n'est pas parce qu'on lui a dit qu'il y avait telle rentabilité qu'il n'a pas envie de le vérifier. Il va vouloir vérifier, c'est des due diligence financières, mais pas que, juridiques, les contrats avec les clients, les contrats de travail des collaborateurs, le bail, des due diligence fiscales, être sûr que toutes les obligations ont été respectées, due diligence sociale, la convention collective, les accords d'entreprise, et ça marche comment chez vous, le télétravail, les RTT, tout ça, c'est des questions qu'on ne pose pas tellement avant, mais qu'on pose après, qu'on va regarder. Donc ça, c'est une première partie de due diligence. Deuxième partie, il va solliciter un financement. Aujourd'hui, la plupart des acquéreurs, même s'ils ont de l'argent, ils vont emprunter. Ils vont avoir leur banque, mais ils ne le feront que sur la base d'une LOI. Auparavant, ils ne vont pas aller déranger leur banque sur un projet potentiel. Donc, ils vont aller solliciter un crédit auprès de leur banque. Et là, ça va prendre le temps, leur banque ou des 2 différentes banques. Et ça prend toujours un certain temps avant d'avoir l'accord de financement. Et troisième chose, il va falloir formaliser juridiquement la transaction. Une lettre d'intention, ça fait entre 4 et 6 pages. On détaille pas tout. On va dire on va multiplier X fois l'EBITDA et puis on dira il y aura une garantie de passif. L'EBITDA, comment on le définit, sur quelle période, quelle année, puis la garantie de passif, ça va faire 20 pages. Donc tout ça, ça va être détaillé. Ça veut dire qu'à ce moment-là, les avocats vont rentrer en ligne de jeu et on va détailler tout. Et les 6 pages, elles vont se transformer en un protocole d'achat, une garantie de passif, un nouveau contrat de travail ou de prestation pour le dirigeant, un pacte d'actionnaire si on ne vend pas 100%, une promesse d'achat si on n'a pas vendu 100%, un traité d'apport si jamais il y a une partie du prix qui est payée en action. Bref, beaucoup de juridique qui va être fait. Et toutes ces 3 phases, due diligence, recherche de financement et formalisation juridique, ça fait 3 mois, et c'est 3 mois en parallèle, et c'est 3 mois très pénibles, très ingrats, très techniques, où il peut se passer beaucoup de choses, et où à tout moment, l'acheteur et le vendeur
peuvent changer d'avis, ils peuvent renoncer. La LOI, c'est très important de l'avoir en tête, elle n'est pas engageante, ni pour l'acheteur, ni pour le vendeur. Elle n'est engageante que si on donne une exclusivité, mais elle ne vous oblige pas. Et donc, on a signé une LOI, mais l'acheteur, il peut changer d'avis. Mais heureusement aussi, le vendeur peut changer d'avis parce qu'il s'aperçoit que après la phase de séduction, l'acheteur, il est beaucoup moins sympa qu'on le pensait, ou qu'en regardant les détails, parce que finalement, si on passe de 6 pages à 100 pages, c'est qu'on a détaillé tout. Il y a des points dont on n'avait pas discuté, sur lesquels finalement, on n'est pas d'accord. Donc, tant que ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. La LOI, c'est une phase très importante, mais ça n'est qu'une étape du processus. Et ce n'est que le jour du closing, parce que c'est ça dont on parle, c'est-à-dire le jour où on a les bordereaux de cession de titres et le paiement de ce qui est dû au closing, que l'opération est terminée. Jusque-là, il faut être en veille permanente, en vigilance permanente, tout peut s'arrêter. Quand il y a eu le Covid le 14 mars 2020, toutes les opérations qu'on avait en cours se sont arrêtées, quel que soit l'état d'avancement. Elles ont repris après, mais elles se sont arrêtées. Donc, tant que ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. C'est vraiment un élément qu'il faut vraiment garder à l'esprit dans un processus de cession. Donc après, forcément, se pose la question si on veut se faire accompagner, quels critères pour choisir son conseil M&A. Les critères, il vaut mieux qu'ils connaissent le secteur. C'est quand même un secteur particulier, les mesures, quand on parle de marge brute, quand on parle de fric, quand on parle de tout un tas d'éléments, si on ne les connaît pas et qu'on fait du M&A dans d'autres secteurs, c'est plus compliqué. Évidemment, regarder les opérations qu'il a pu faire avant, puisque c'est quand même une référence dans ce secteur-là. Le carnet d'adresse et la capacité à contacter les acheteurs potentiels. Il ne suffit pas de dire, tiens, je vais contacter Publicis ou Havas. Qui chez Publicis, qui chez Havas? Et puis, il faut obtenir une réponse de ces personnes-là. La qualité, la disponibilité, la seniorité des équipes, c'est évident. Un fit personnel, un processus de cession, mais comme le disait Pascal avant dans la phase de préalable, c'est un processus où on se parle beaucoup. Pendant 9 mois ou 12 mois, on ne se parle pas tous les jours, mais presque. Il y a des moments où on se parle 3 fois par jour, on partage les bonnes nouvelles, il faut avoir confiance, on est dans de la confiance et dans de la transparence. Il se passe des choses dans un processus de cession, on perd un client, on n'a pas prévu de le perdre, on avait présenté une personne clé comme le numéro 2 de la boîte et il a démissionné, ce n'était pas prévu, tout ça il faut qu'on le partage, qu'on le gère ensemble et c'est des processus où il faut être vraiment dans un fit très très fort. Autre critère pour choisir son conseiller de M&A, c'est le montant des honoraires, même si c'est assez standard sur le marché. Comment ça marche un mandat de M&A? Pour le coup, tout le monde est à peu près aligné. C'est un contrat de mandat exclusif. Alors, contrairement à un appartement, pour reprendre l'image de Pascal tout à l'heure, on ne peut pas confier son agence, le mandat de vente à plusieurs agences parce que le nombre d'acheteurs, il n'est pas infini. Donc, il faut bien choisir, il ne faut pas se tromper parce qu'on va le confier à une personne, à une seule structure. Et après, la mode de rémunération, c'est toujours un honoraire fixe réduit, qui est juste un peu pour montrer un peu votre engagement sur le sujet, enfin l'engagement des cédants, et un success fee qui est globalement toujours lié à un pourcentage du prix de cession final, et qui n'est dû que s'il y a une opération. C'est très important, ça veut dire que s'il n'y a pas d'opération, on partage le risque, on est embarqué dans la même histoire, et le success fee, il est payé le jour du closing, quand tout est fini, et donc uniquement. Donc les intérêts sont totalement alignés dans le cadre de l'opération. Voilà pour la partie processus de cession, mais je pense qu'il y aura plein de questions dessus, donc on y reviendra après. Oui, en effet, on reçoit beaucoup de questions. Voilà, ça sera pour la partie de fin. Donc là, on va attaquer la troisième partie qui est sur l'intégration. Donc une fois que la session a été réalisée, comment est-ce que l'agence s'intègre au nouveau groupe, au nouvel ensemble? Et Pascal va y répondre. Oui, merci Swan. Alors, je ne vais pas développer cette partie, je vais simplement la citer parce qu'elle existe, parce que évidemment, comme le disait à l'instant Olivier, quand on a fini la session, tout est fini. Tout est fini, oui et non. Tout est fini, non, parce qu'il y a un rapprochement entre entreprises qui commence. Et moi, je rencontre de plus en plus d'acteurs, surtout quand on fait, je dirais, un rapprochement offensif dans lequel on va rester, qui s'intéressent à cette phase-là. Et donc, juste deux, trois petits mots là-dessus pour dire que
il y a 3 niveaux dans ce process d'intégration derrière. Il y a un niveau qui est celui du dirigeant. Alors, il est important, et je crois notamment durant la phase de session, de le préparer un maximum, cet aspect-là. Quand je dis un maximum, c'est quel va être mon rôle, quelle va être ma rémunération, quel va être mon champ de décision, quel va être… Tout ça, ça se discute, et si possible avant la signature, parce que après la signature, ça sera trop tard. Et tout ça peut se discuter bien avant la signature. Il y a un autre niveau qui est celui du projet commun, surtout quand on a ce type de projet dont on parlait tout à l'heure, de rapprochement un peu offensif. Et là, c'est un petit peu différent. Là, c'est un petit peu différent pour avoir accompagné plusieurs projets dans ce sens-là. Il y a le moment de la session qui est, je dirais, le moment du deal, où on fait un deal, où évidemment, c'est important d'échanger sur les grandes lignes stratégiques de tout ça. Et puis ensuite, il y a la vraie vie, il y a l'après, il y a le moment où, une fois qu'on a signé, on se lance dans la mise en œuvre. Et c'est là où, en fait, il faut mettre plutôt l'accent et l'énergie. Parfois, ça ne se fait pas. Moi, on m'appelle très souvent pour rattraper à ce niveau-là des situations qui partent un petit peu en quenouille parce qu'on ne les avait pas suffisamment anticipées, on n'a pas suffisamment travaillé sur le sens du projet commun, sur les rôles des uns et des autres. Et donc, cette affaire-là est surtout à travailler en post-session. Et puis, la question de la team également, sa place. Il y a toujours 2 équipes qu'il faut… Mais là, on rentre pratiquement déjà dans une mécanique de fusion ou de rapprochement. Donc, je la cite ce matin, je dis qu'il y a des choses qu'on peut anticiper, mais que c'est pratiquement un sujet à part entière, surtout quand il y a des groupes importants. Je sais que ce matin, il y avait notamment des gens là, qui étaient là, que j'ai pu accompagner sur ce type de choses. C'est effectivement beaucoup dans l'après-session ou rapprochement qu'on se met à travailler là-dessus. Donc, je le cite, c'est important, mais pour nous aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu lointain par rapport à cette phase de préparation et de session qu'on a surtout abordée. Une dernière chose, une petite boutade pour finir, c'est mieux vaut penser le changement que changer le pansement, c'est la devise de la compagnie du changement. Et je crois que sur ce terrain-là, c'est encore plus vrai qu'ailleurs. Tout à l'heure, je vous le disais, bien anticipé, c'est effectivement une des choses les plus importantes que l'on puisse avoir. Voilà, j'arrête là pour laisser la place à toutes les questions et qu'on puisse répondre aux questions que vous allez nous poser. Très bien. Alors, au niveau des questions, on va reprendre la structure de cette masterclass. Donc, temps 1, préparation, temps 2, session, et temps 3, intégration, même si pour l'instant, on n'a pas encore de questions sur l'intégration, parce que cette partie était un peu plus courte. Sur la partie, en tout cas, préparation, il y a la question de qu'est-ce que ça veut dire, en fait, tomber dans le piège de vendre trop tard et à quelle situation est-ce que peuvent correspondre ce mauvais timing, Pascal? Alors, je parlais tout à l'heure d'un marché qui est beaucoup sur l'innovation depuis la digitalisation. Vendre trop tard, ça correspond un petit peu à ça. Depuis une quinzaine d'années, on a vu des vagues de digitalisation qui ont un peu déferlé sur ce marché. Il y a 15 ans ou 10 ans, quand, par exemple, l'UX a commencé à devenir un sujet, vendre une boîte d'UX, c'était très compliqué, ça n'existait pas. Il y a 5-6 ans, c'était la pleine demande sur le sujet. Aujourd'hui, ça l'est peut-être un peu moins. Voilà, on a sur ces vagues d'innovation des sujets qui font qu'il y a un moment où le marché est au top de sa demande sur telle ou telle expertise.
Ça, c'est une première réponse. Ensuite, il y a une réponse au niveau de l'entreprise elle-même. On voit bien que mon petit schéma de tout à l'heure, que une sorte de courbe de Gauss un peu, une entreprise, c'est un être vivant qui se crée, qui se développe, qui arrive à un niveau de maturité et qui, si on n'en change pas le système, si on ne le fait pas évoluer, commence un petit peu à décliner. Et donc, dans cette courbe de Gauss, bah oui, il y a des dirigeants qui se mettent à se préoccuper de la session un peu tard par rapport à ça. Je faisais allusion à une entreprise que j'ai accompagnée qui était très liée à des outils traditionnels de préprint et avec un client en retail. C'est des choses qui sont aujourd'hui soit extrêmement digitalisées, soit s'ils ne le sont pas, évidemment, sont extrêmement compliquées à vendre sur un marché. Et puis, il y a la question du dirigeant lui-même. C'est-à-dire que tout à l'heure, Olivier, par exemple, disait la première chose, c'est de proposer à ses équipes. Je l'entends beaucoup également. Mais comment faire de la place à son équipe? Comment faire monter en compétence un numéro 2 ou un numéro 3 pour qu'il puisse prendre la direction de la boîte? Comment faire de la place financière? Aussi bête que ça aussi, c'est-à-dire qu'il y a un moment où quand le dirigeant est en place, il pèse financièrement sur l'entreprise. Donc toutes ces questions-là font que effectivement il peut y avoir un trop tard. Alors le trop tard, il peut être aussi complètement assumé. J'ai des exemples en tête de dirigeants qui ont plus de 70 ans, qui restent dans leur entreprise parce que, on ne l'a pas évoqué tout à l'heure, mais c'est plus un marché où on fait fortune, à de rares exceptions près. C'est plus un marché où on peut partir avec 20-30 millions d'euros, sauf on a fait des choses exceptionnelles. Il y a des gens qui le font, effectivement. Mais à part ces exceptions-là, quand Olivier parlait de multiplication d'expertise, ça veut souvent dire qu'il y a non plus un dirigeant, mais une équipe dirigeante. Moi qui passe mon temps à travailler avec des dirigeants, il y a 10 ans dans mon bureau, je travaillais avec une personne. Aujourd'hui, je travaille le plus souvent avec 2, voire 3 personnes. Donc, quand vous avez une valeur qui s'amoindrit un peu avec plus de personnes, comme disait Audiard, le butin... ça se divise, la réclusion, ça s'additionne, mécaniquement, ça fait moins d'argent, effectivement. Et donc, il y a des gens qui décident, c'est pour en arriver là que je dis ça, de vieillir à l'intérieur et de continuer à vivre sur leur boîte plutôt que de passer un acte de cession. Ça existe aussi, il y a notamment des petites structures qui décident de faire cela. Bien. On avait une autre question sur, même si j'ai l'impression Pascal, tu as un peu répondu, mais est-ce qu'il y a une grille ou une liste de critères à auditer, analyser pour valoriser une agence? Alors, oui, les 5 piliers de la réussite que je propose, là, derrière ça, il y a une critérisation extrêmement précise qui consiste à ausculter un petit peu l'agence dans tout ce qui fait la vitalité et la santé d'une agence. Une agence, ça doit avoir un projet et entraîner des gens parce que les gens qui sont dans les agences, ils marchent au projet. C'est comme ça. C'est une entreprise très particulière où s'il n'y a pas de projet, les gens ils suivent pas, ils ont du mal. Donc une boîte un peu vieillissante où je commence à avoir un dirigeant qui ne touche plus à l'outil de travail, qui n'innove pas, etc., va forcément avoir autour de lui une équipe vieillissante. Une des raisons pour lesquelles, par exemple, on a souvent du mal à trouver un numéro 2 ou un numéro 3 acheteur dans ce type d'entreprise, c'est que les bons qui étaient en capacité de le faire, quand ils voient que le dirigeant reste un peu trop longtemps, ils sont partis. Ils sont partis monter des entreprises ailleurs. Ça existe aussi. Oui, effectivement, ce point-là existe.
Alors, on a une question qui est un peu liée à la partie d'Olivier et notamment sur la valorisation enfin pas, en tout cas les 3 millions de marge brute. On a plusieurs questions qui se demandent en fait, en tout cas des spectateurs qui se demandent si une agence de moins de 3 millions de marge brute, est-ce que ça peut se vendre? Oui, alors c'est une très bonne question. Oui, bien sûr, ça peut se vendre. Parce que l'objectif, en fait, il y a des seuils. Enfin, tous ceux qui y sont, et vous avez raison, il y a énormément d'agences, c'est pour ça qu'on a renoncé à les compter, qui font autour de 2 millions. Entre 1 et 3 millions, il y en a énormément. Parce que dans n'importe quelle ville de province, vous trouvez des agences de 20 personnes et elles sont intéressantes et elles se vendent. Et d'ailleurs, c'est une grosse partie des transactions qui sont plutôt des agences, on l'avait vu dans le tableau, je suis passé un peu vite, qui sont des agences qui font plutôt 2 millions, une quinzaine, entre 10 et 20 personnes. Donc oui, ça se vend. Et ça se vend plutôt à des agences qui font 3 millions, qui veulent atteindre 5. Il y a des seuils. Il y a un seuil à 3 millions, on le voit bien. Après, il y a un seuil à 5. Après, quand on est à 5, on veut aller à 10. Et donc, oui, ces agences intéressent des personnes. Il n'y a pas de problème. Et non, c'est un élément. Et peut-être pour compléter sur les éléments de valorisation, parce que je pense que c'est un sujet qui intéresse. Donc, pour pouvoir intéresser des gens, il faut être attractif dans son métier, son positionnement, son image, son portefeuille client, etc. Mais à la fin, ce qui va faire quand même la valeur ou la valorisation de la société, ça restera très majoritairement deux critères. Un critère principal qui est quand même le niveau de résultat récurrent qu'on est capable de faire, le niveau de résultat normatif, on va dire, et je reviendrai sur la notion de normatif, et le montant de marge brute qu'on a aussi, qui représente le volume d'activité. Alors pourquoi le résultat normatif? Parce que plus l'agence est petite, plus le résultat il est influencé par la rémunération du dirigeant. Et des agences où le dirigeant ne se paye pas du tout, et des agences où il prend tout. Donc tout ça, c'est évidemment des éléments qui sont retraités et qui doivent, dans une valorisation d'agence. Donc, mais oui, les agences, entre guillemets, moyennes, et d'ailleurs, il y a quelques groupes aujourd'hui qui se sont constitués récents par agrégation d'agences de 2 millions, 1 million. Là où c'est plus compliqué, c'est quand on fait moins d'1 million, parce que là, ça devient, on se dit, oh là là, est-ce que j'ai pas plutôt intérêt à recruter des gens qu'à m'embêter à racheter une agence qui fait 500 000 ou 800 000 euros de marge brute? Celles-là, elles sont plus compliquées à vendre. D'accord. Donc le cap, Oui, c'est le seuil pour master, c'est cette question-là. Est-ce que j'ai une autre solution que de racheter une agence? Et effectivement, la taille, ça va être là où ça va se décider. Si en achetant des compétences, je peux remplacer l'acquisition d'une agence, bah, ça va forcément, je vais me projeter différemment. Mais moi, je rejoins Olivier, toute agence a une valeur. Ce qui va importer, c'est la performance dans la durée et cette durabilité de la performance. Et puis, évidemment, ce qu'on disait tout à l'heure sur bien positionner sur un marché, sur un projet qui soit cohérent, etc. Même sur les petites agences, c'est valable. Et une petite agence de 2 millions qui est bien positionnée, qui fait une profitabilité, etc., elle a une très bonne valeur sur le marché. Oui, et puis je rajouterai un autre élément, c'est que traditionnellement, on dit, quand on se vend, pour un acheteur, il aime bien regarder des cibles qui font entre 20 et 25% de sa taille. Ça lui permet de faire une croissance un peu importante. C'est moins vrai. Il y a des agences qui n'hésitent pas à racheter des agences de leur taille, et notamment en payant une partie du prix en action. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas s'interdire, quand on est une agence de 3 millions, de se vendre à des agences qui font 3 millions. Et j'ai beaucoup d'exemples, parce que, évidemment, financièrement, alors en général, il y a une partie du prix qui est payée en action, mais d'un seul coup, on fait un acteur de 6 millions et on a changé de catégorie. Donc, oui, l'agence à 2 millions, elle se vend bien sûr. Alors, il y avait une autre question sur est-ce que le marché est plus intéressé par des agences, enfin le marché actuellement, hein, il est intéressé par des agences spécialisées sur une expertise ou les agences multi-compétences, est-ce qu'elles sont encore recherchées? Alors, je vais répondre là-dessus. Ça dépend un peu les cas de figure, parce que globalement, plus une agence est spécialisée, plus elle est mono-expertise, voire multi-expertise, plus elle intéresse de gens, parce qu'elle est ce qu'on appelle plug and play. Ça veut dire qu'elle est facilement intégrable. Je rajoute une compétence verticale, je consolide une compétence, je suis une agence de RP qui fait que ça, une agence événementielle, etc.
Mais en général, ces agences, elles ne sont pas forcément mono-expertise, elles sont plutôt pluri-expertise. Maintenant, l'agence plus généraliste, 360, intégrée, globale, etc., peut intéresser alors, plus dans des logiques de complémentarité géographique. C'est-à-dire que c'est plus compliqué, si je le dis. L'agence un peu généraliste à Paris qui fait un peu tout a moins de chances d'intéresser une grosse agence. En revanche, une agence généraliste à Bordeaux, quand on a envie d'avoir une couverture géographique, peut intéresser des personnes. Mais c'est vrai que a priori, l'expertise, la mono ou la pluri-expertise, on le voit, il y a des acteurs qui se consolident beaucoup dans le contenu, dans le corporate, dans l'événementiel, enfin je peux les citer plein, dans le digital, et ça a un peu plus d'intérêt, mais pas que. Là aussi, alors le marché, hein, en ces 10-15 dernières années, sous l'effet de la digitalisation notamment, est devenu un marché essentiellement de pluri-expertise. À mon sens, ce qui compte, c'est beaucoup plus la cohérence par rapport à une porte d'entrée. Si je suis aujourd'hui, par exemple, si vous prenez une agence de com, pub et social media sont pratiquement fondus. De plus, c'est devenu une commodité de ce type de métier. La théorie de la porte d'entrée, c'est de se dire, si je suis une agence de marque, il y a un certain nombre de métiers qui sont cohérents à intégrer. Si je suis une agence de la relation client, il y en a d'autres. Si je suis une agence média, il y en a d'autres. Mais une agence de marque qui a un bout d'agence média, il y a un moment où voilà, là, je ne suis pas certain d'être dans la cohérence d'un projet, surtout dans des détails de 2-3 millions. Et c'est là où ça pose un petit peu plus de problèmes. Mais de toute façon, ce métier-là est devenu un métier aujourd'hui de la multi-expertise. Encore faut-il qu'il soit adressé dans une bonne direction par rapport à une valeur client. C'est ça l'essentiel. Alors, j'ai une question, et c'est en effet un thème et on va dire une expertise forte du moment. Est-ce que la RSE est un facteur de valorisation aujourd'hui ? C'est compliqué parce que… Je vais y répondre par les appels d'offres, parce que c'est un métier qu'on connaît bien via les appels d'offres. Aujourd'hui, mes camarades qui gèrent ça chez VTScan vous disent qu'il y a un certain nombre d'appels d'offres où le RSE est devenu un tel critère que ne pas avoir un label minimum sur le sujet est quelque chose qui devient pratiquement impossible dans la plupart des métiers. C'est pourquoi… la SCC notamment a lancé des labels qui et les agences se sont pas mal équipées. Donc, moi, j'aurais tendance à dire qu'à partir du moment où un critère de développement métier économique devient quelque chose d'important dans l'ADN, évidemment que ça va impacter, voilà, je n'ai pas l'impression que ça soit totalement déterminant encore aujourd'hui, mais ça va arriver forcément. Oui, je suis d'accord avec Pascal. Je pense que c'est un plus, sauf être une pure agence de com RSE, mais il y en a extrêmement peu. Bien sûr. Mais avoir une compétence sur ces sujets, notamment dans les univers corporate, notamment dans les univers de com RH, etc. Oui, c'est un plus, mais ça fait partie de l'attractivité qu'on doit avoir, qui, avant de parler d'argent, les gens regardent d'abord si l'agence est attractive par ses expertises et par son portefeuille client. Donc, si ça ne les intéresse pas, ils n'essaieront pas d'acheter pas cher une agence pas intéressante. Enfin, c'est un élément très important. C'est pas du tout, c'est d'abord l'agence est intéressante parce qu'elle m'apporte quelque chose et après, on discute du prix. Mais ce n'est pas dans l'autre sens que ça se passe. Alors justement, on a quelques questions sur le prix, notamment la valorisation basée sur un multiple de l'EBITDA. Est-ce que c'est toujours valable aujourd'hui? Et quel multiple est-ce qu'on peut espérer en moyenne? Alors, c'est la bonne question. Déjà, il y a un élément qui est, quand on parle de multiple d'EBITDA, la question à se poser, c'est de quelle année on parle. Alors, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, des agences qui se présentent en disant « mais regardez, avant le Covid, je faisais tel ou tel résultat », ça n'intéresse plus personne. C'est de l'archéologie. Le monde a changé, c'est très ancien. Les années Covid, elles sont retraitées. On est en 2023, la performance faite en 2020 et même en 2021, comme tout le monde explique qu'il a été impacté entre les aides qui ont été reçues. Donc, qu'est-ce qui compte, avant même de parler de multiples, c'est 2022, c'est la dernière, là on est en 2023, c'est la dernière année, entre guillemets, normale, où quand même, pour beaucoup d'agences, on est revenu au niveau antérieur à 2019. C'est 2023, le plus important, c'est l'année en cours.
Et évidemment, c'est la capacité qu'a le cédant à accepter un complément de prix sur les années futures. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une grosse partie des transactions où il y a une partie du prix qui est payée sur les résultats 2024, 2025, voire 2026. Donc en fait, tout ça, ça fait une moyenne plus ou moins pondérée de critères. Certains pondèrent ça avec des coefficients de marge brute, et après, les multiples d'EBITDA, ils sont proportionnels à la taille. Enfin, si on regarde bien, c'est plus on est gros, plus on a des multiples élevés, parce qu'on a une part de marché, parce qu'on est moins dépendant du dirigeant, parce que, etc. Mais je ne vous donnerai pas des multiples comme ça, parce que ça veut pas dire grand-chose, mais ça reste le critère quand même numéro un, pondéré parfois par la marge brute, mais acheté sur la marge brute uniquement, je ne l'ai jamais vu. Donc ça reste l'EBITDA, plutôt l'EBITDA 22-23 comme base, surtout pas 20 ou 21. Donc n'ayez pas peur si vous avez, certains d'entre vous ont fait des mauvais résultats en 2020, 2021, ce n'est pas du tout un problème. Et 2024, parce qu'il va de toute façon beaucoup compter. Mais quand même, des multiples qui augmentent avec la taille. Le multiple appliqué à une agence de 10 millions, ce n'est pas le même qu'une agence de 2 millions. D'accord, donc les multiples, là, ils n'évoluent pas forcément en fonction du marché de ces dernières années, mais plus en fonction Non, les multiples d'agences ont été un petit peu, ont un peu peut-être baissé, mais ils n'ont pas beaucoup baissé. Fondamentalement, on reste, si je prends des fourchettes larges, mais ça va être tellement large que ça ne va rien vous donner. Si je vous dis entre 4 et 8, ça va vous donner des choses, mais ça dépend de quelle année on parle. Il vaut mieux parfois avoir des très bons multiples sur du 24-25 où on sait qu'on va croître que. Mais je n'aime pas dire ça parce que ça fait des fourchettes trop larges, même s'il y a des cœurs de cible et qui dépendent aussi un peu des métiers. Mais ça n'a pas beaucoup changé. Ce qui a changé, c'est que on s'intéresse beaucoup plus au présent qu'au passé. C'est fini le temps où on prenait la moyenne des 3 dernières années et on appliquait un coefficient. Parce que les 3 dernières années, ça ferait les années Covid, et puis avant, donc c'est fini ça. Enfin, pour l'instant, ça reviendra peut-être. Alors, on approche de la fin de ce webinaire. Un petit mot sur le sujet. Moi, j'aime bien aborder aussi ce sujet-là sur une autre question qui est qu'est-ce que l'entreprise est capable de dégager pour pouvoir s'autofinancer son paiement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle serait capable de lui payer son banquier. Ça donne pas du tout une vérité de prix, mais ça donne quand même une idée de ce que l'on peut aller chercher sur ce type de sujet, et notamment quand on ne fait pas de résultats. C'est quelque chose qui est assez important à bien appréhender. Et on parle bien, pardon, mais un point important, parce que quand on parle de multiples de résultats, j'insiste sur le côté résultats normatifs, parce que, et je parlais du salaire du dirigeant, mais parfois il y a d'autres éléments. Il y a certains qui sont propriétaires de leurs locaux, par exemple, ça se fait beaucoup dans des agences. Ils peuvent avoir un loyer qui peut être très différent du loyer du marché. Tout ça, c'est dans les deux sens. Il n'y a plus de loyer parce que je ne fais pas payer, ou il y a un loyer très cher parce que je dois rembourser mon crédit. Enfin, tout ça, ce sont des éléments qui se retraitent parce que ce que cherche à acheter l'acquéreur, c'est une rentabilité future et c'est un retour sur investissement, comme le disait Pascal. Donc, il ne faut pas s'arrêter simplement au niveau de résultat qui est facial dans l'alias fiscal. Il y a souvent des retraitements, des coûts exceptionnels qui ont pu être supportés, ou à l'inverse, des produits exceptionnels parce qu'on a eu quelque chose qui n'est pas récurrent. Tout ça, ça se retraite. C'est la normativité et c'est la capacité qu'a l'acquéreur à se rassurer sur le fait que l'agence qu'il achète va être capable de délivrer à minima ce résultat sur les années futures. Très bien. Alors, il y a encore de nombreuses questions. Donc, je proposais en fait à toutes les personnes dont la question n'a pas été répondue de poser directement à Pascal. Par email, c'est p.guibert@lacompagnieduchangement.com. En un seul mot. Je pense que sur LinkedIn aussi, ça doit fonctionner. Le public avait aussi des questions sur un peu les coûts de la préparation de la vente d'une entreprise et le pourcentage de la transaction et est-ce qu'il y avait des frais pour les acheteurs. Donc, c'est une question à la fois pour Pascal et pour Olivier. J'imagine que c'est des sur-mesures, évidemment. Alors, en ce qui concerne la phase de préparation, je laisserai Olivier parler de la phase de transaction. On est dans une mission de conseil. On est dans une mission de conseil qui
est lié à du TJM, enfin voilà, et qui est lié à la taille de la boîte essentiellement. Moi, je travaille depuis une vingtaine d'années sur l'accompagnement de sociétés qui font, allez, on va dire, entre 2 et 15 millions. Je mets pas et je demande pas la même économie, je mets pas la même économie d'audit pour une société qui fait 2 millions que pour une société qui en fait 15, bien évidemment. Et donc, si vous voulez un chiffre, je peux vous donner un chiffre. On est dans des targets entre 20 et 50 000 euros en fonction de la taille de l'entreprise et de la mission qui est à faire. Donc ça, c'est pour donner un chiffre, mais il est bien évident que sur ce type de mission de préparation, l'accent il est mis sur la phase d'audit qui, je le redis, est un moment assez essentiel parce que tout entrepreneur découvre toujours des choses à ce moment-là sur son entreprise. Ça a l'air curieux, mais c'est une réalité. De construction avec lui d'un plan de transformation de sa structure. Et une fois qu'on a fait ça, je dirais qu'on a fait 80% du travail. Ensuite, il y a un suivi de tout ça qui s'élabore sur la durée nécessaire pour mener à bien les travaux. Mais on n'a pas besoin de se voir toutes les semaines ni tous les mois. Mais par contre, il y a besoin assez souvent d'un temps un peu long. J'insiste là-dessus parce que Olivier parlait d'un critère qui est la profitabilité, etc. Moi, je rencontre pas mal d'entreprises où quand on est un petit peu seul aux commandes, on fait un peu ce qu'on veut. Les performances de l'entreprise sont parfois un petit peu en dents de scie. Il y a besoin de planifier tout ça, d'aplanir tout ça. C'est pas que l'outil de travail est pas bon, c'est pas ça. C'est juste que le mode de gestion, surtout dans les petites entreprises, le mode de gestion qu'on a appliqué est pas forcément celui d'une préparation à la vente. Et avant que Olivier voit ses chiffres et des acheteurs potentiels, c'est quand même mieux d'avoir 1 ou 2 années qui soient profitables et qui soient dans les standards dont il parlait tout à l'heure. Sinon, tout se retraite, hein, c'est sûr, mais c'est un peu dommage d'avoir des discussions à ce niveau-là. Et sur les frais de session, enfin les frais d'opération, une fois qu'on a décidé d'y aller, une banque d'affaires, ça va être essentiellement du success fee, payé par le cédant, hein. Donc c'est pas payé par la société puisque c'est le cédant le bénéficiaire. Donc entre guillemets, il n'y a pas beaucoup de frais. Il y a un petit retainer au départ, mais c'est pas ça qui va être un élément. Donc il faut le voir comme un élément, mais comme quand vous vendez votre appartement, que vous le confiez à une agence, hein, il y a un net vendeur entre guillemets. Sachant que les honoraires des conseils de M&A, ils viennent en déduction de la plus-value au moment du calcul de la plus-value fiscale, hein, si je puis dire. Et en plus des frais de M&A, il n'y a pas beaucoup de frais. Il y a un peu de frais d'avocat à la fin, quand on a signé la LOI, sachant que c'est quand même le gros des frais, il est chez l'acquéreur, c'est lui qui va payer ses audits, ses cabinets de financiers, etc. Et c'est l'avocat de l'acquéreur qui, très, très souvent, ou la plupart du temps, va rédiger les documents. Donc on est vraiment, l'essentiel des frais est plutôt chez l'acquéreur. Et du point de vue du cédant, un peu de frais d'avocat à la fin, mais simplement à la fin quand vous avez accepté une offre, et des frais qui sont essentiellement variables, parce que nous, on n'est pas au temps passé, contrairement à d'autres, c'est binaire, hein, l'opération se fait, on est payé, il n'y avait pas d'opération, on n'est pas payé, pour résumer. Donc, c'est pas un enjeu financier, je trouve, en tout cas. Très bien, mais ça sera les mots de la fin, sauf si vous souhaitez ajouter quelque chose, messieurs. Merci à tous, en tout cas, pour votre participation. Comme je l'ai dit précédemment, on n'a malheureusement pas pu répondre à toutes les questions, mais en tout cas, Pascal sera ravi de les recevoir si vous souhaitez prolonger la discussion. Donc par email, p.guibert@lacompagnieduchangement.com. Vous pouvez aussi le retrouver sur LinkedIn. Merci aussi à notre partenaire Livestorm pour ce webinaire. Et comme je disais, le replay sera également accessible. Voilà, c'est la 10e masterclass La Réclame, en partenariat avec la Compagnie du Changement, cette fois-ci. Voilà. Merci à tous. Et en effet, je pense que ce soit Pascal ou Olivier seront ravis de vous accompagner pour vos futurs projets. N'hésitez pas. Merci, au revoir à tous, n'hésitez pas. Au revoir. Au revoir.